Bonsoir. Je veux aussi remercier le réseau Financité d'avoir permis que cette soirée puisse avoir lieu et cette série de conférences qui ont commencé mardi. Surtout d'autant plus qu'il m'a été demandé de parler d'un thème lié à la révolution de la monnaie, mais en mettant l'accent aussi sur la question des monnaies locales, des monnaies complémentaires, etc. Alors que il était connu que je ne roulais pas spécialement pour les monnaies complémentaires et que j'ai une vision différente des choses. Donc je trouve ça très très méritoire qu'on m'invite pour un débat qui au fond, pour quelque chose de contradictoire qui va permettre un débat. En fait, c'est au fond ce qui m'a été demandé et je vais essayer de m'acquitter de cette tâche. Donc j'espère ne choquer personne. S'il y a des âmes sensibles, quittez la salle sur ces questions parce que je vais dire des choses qui peut-être vont aller à l'encontre de de ce en quoi vous croyez. C'est pas grave parce que en même temps, je trouve très très bien tout ce qui peut être expérimenté. Donc ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire, que l'on tente dans plein de directions différentes choses, parce qu'on apprend toujours de chaque expérience, on améliore, on change, etc. La vie est constamment changeante. Et c'est ce dont on a besoin, c'est de réintroduire de la vie dans un système, une organisation politique, économique, sociale, etc., qui est de plus en plus figée. Donc, n'hésitons pas. Et ce que je pourrais dire qui irait à l'encontre des expériences que vous pourriez faire ici et là, c'est surtout pour dire, n'oublions pas d'ouvrir un petit peu notre regard sur un certain nombre de choses et surtout de renouveler nos conceptions. Parce que ce que je constate de plus en plus, c'est que nous avons tendance à faire du neuf avec du vieux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin de conceptions nouvelles. Et vous verrez dans ce que je vais un petit peu présenter qu'il y a à la base des conceptions qui ont cours beaucoup dans les milieux alternatifs, il y a souvent des schémas de pensée, des conceptions qui sont les mêmes que celles que nous avons depuis quelquefois plusieurs siècles, qui font l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, qui font la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, et que nous aimerions justement transformer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un besoin de connaître plus précisément le fonctionnement des choses. Alors vous pourriez dire, oui, mais nous, on n'est pas économistes. Peut-être que vous, en vous occupant de solutions alternatives à la monnaie, vous êtes peut-être déjà en train de devenir des économistes, sans le savoir. Et puis, nous pratiquons tous les jours l'économie. Quelquefois, comme M. Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir, nous faisons de l'économie sans le savoir, nous sommes des économistes. Et moi, j'invite souvent les gens à faire une chose que je pratique moi-même, c'est à certains moments, je mets mes lunettes d'économiste. Et je regarde le monde selon le point de vue économique. Et on découvre plein de choses quand on fait comme ça. Ça veut dire que c'est pas forcément en ayant fait des études supérieures en économie qu'on s'approche de l'économie réelle. J'ai même quelquefois, si vous me le permettez,
l'impression qu'on s'éloigne de ce qui est la réalité de l'économie avec les théories qui sont enseignées. Et si un modeste économiste comme moi disait ça, ça serait peut-être iconoclaste et on dirait de quel droit il dit ça. Mais il y a maintenant pas mal d'économistes qui se rendent compte que les théories qui sont enseignées sont justement des théories et qu'elles ne sont pas forcément confirmées par la pratique. L'un de ces économistes, c'est Steve Keen, un Australien, qui a écrit un livre qui porte un titre assez éloquent, L'imposture économique. Il montre que les lois qui sont à la base de l'économie, celles qu'on enseigne à l'université, notamment la loi de l'offre et la demande, ne se vérifient pas. Et lui, il le montre d'une façon mathématique en utilisant les démonstrations mathématiques faites par justement ceux qui prônent ces théories. Donc, il nous faut faire une sorte de révolution dans notre conception des choses. C'est cela dont nous avons le plus besoin. Donc il faut se demander à chaque fois, quand on veut faire une innovation sociale, est-ce que nous innovons réellement ? Et est-ce que nous ne sommes pas en train aussi quelquefois de réinventer la roue, ou de reparcourir des étapes du développement qu'ont fait les civilisations en revenant à des choses. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, si on pouvait revenir au troc ». On entend ça souvent. Mais est-ce que si l'on fait cela, est-ce qu'on va vraiment vers l'avenir ? Ou est-ce qu'au contraire, si l'humanité a dépassé le stade économique du troc, c'est peut-être qu'il y a aussi des raisons et il faudrait essayer de le comprendre. Alors bien sûr, c'est difficile de faire la part des choses et de se dire, dans les évolutions qu'il y a eu et les étapes qu'on a franchies au cours des siècles et des millénaires quelquefois, eh bien, est-ce qu'on a une déformation de ce que serait l'économie, ou bien est-ce que nous avons quelque chose qui correspond à l'économie elle-même ? Et là, en disant cela, je suis en train déjà de peut-être amener un élément qui n'est pas habituel par rapport à l'économie. Parce que j'ai employé le mot, il s'agit d'une déformation de l'économie. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une forme de l'économie qui serait sa forme normale, qui correspondrait à ce qu'elle est elle-même, intrinsèquement ? Ou bien est-ce que l'économie, c'est simplement quelque chose qui se forme au hasard des décisions humaines ? Ça, cette question-là, elle est très très importante. Science exacte. Parce qu'elle pose, oui. Une science exacte. Une science exacte. Je n'ai pas dit science exacte, complètement, non. Je n'ai pas voulu dire ça, mais quelque chose qui obéit à des lois. Quelque chose qui obéit à ses propres lois qui sont contenues en elle. Après ça, pour une science exacte, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il s'agit toujours de décisions humaines. Et il faudrait surtout que ce soit des décisions humaines. Parce que la tendance, si vous observez qu'est-ce qui se passe dans les milieux économiques et politiques, c'est que l'on a tendance à vouloir faire fonctionner l'économie comme une mécanique. Et l'économie, elle devrait être tout sauf mécanique.
C'est qu'on ne peut pas dire, bon, je vais changer un taux d'intérêt ici, je vais débloquer un budget là, etc. Et hop, ça va régler et ça va fonctionner. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et ça fonctionne de moins en moins. Mais par contre, il est important que les êtres humains puissent participer aux décisions, et cela à un niveau qui est un niveau de citoyenneté, et ça on va revenir là-dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle le niveau de la société civile. Il faut que nous réapproprions les fonctionnements de l'économie, et pour ça il est important de la comprendre. Et donc il est aussi nécessaire de faire attention à une tendance que nous avons tous, c'est que quand il y a quelque chose de nouveau qui surgit ou un besoin qui apparaît, on a très vite tendance à vouloir apporter une réponse immédiatement. Et on rentre dans la stratégie. Et on fait donc un saut entre le besoin et la stratégie. Et ce saut-là est souvent source de désorganisation de la vie sociale par la suite. La stratégie devant venir en dernier. Alors, un autre élément que je voudrais placer de façon générale avant qu'on entre un petit peu plus dans le détail, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous voyons que deux choses s'opposent de plus en plus. D'un côté, l'économie qui est basée sur la spéculation, une économie qu'on peut qualifier de virtuelle, et d'un autre côté, l'économie réelle, celle qui a lieu lorsque nous allons dans un magasin, que nous voyons des choses qui ont été produites par des gens et que nous les achetons, etc. Tout ce dont je parle, tout ce que nous allons voir ce soir, tout ce qui est dans mon livre, vise à éliminer peu à peu, à nous défaire de l'économie spéculative. Ça a été ça ma recherche, c'est comment parvenir à ce que l'économie fonctionne sans la spéculation. C'est-à-dire, quand il y a une spéculation, ça veut dire que de l'argent se forme sans qu'il y ait une valeur ajoutée par l'activité, par la créativité humaine. Et c'est cette activité humaine, dont le travail est une des manifestations, c'est cette créativité qui, au fond, devrait être le moteur de l'économie. Et je suis convaincu, de par ce que j'ai peu à peu découvert au cours de mes années de recherche, je suis convaincu qu'une économie peut fonctionner totalement sans spéculation. C'est-à-dire que l'on peut avoir une économie purement réelle et qui, à ce moment-là, est saine, humaine et en bonne santé. Et le visage que nous avons de l'économie aujourd'hui est le visage d'une économie qui est malade, profondément malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des gens me disent « oui, mais l'économie, c'est diabolique, c'est le mal, c'est ceci, c'est cela », je dis « non, ce dont vous parlez, ce n'est pas l'économie. Vous avez une image comme si vous regardiez un être humain atteint d'une maladie profonde, grave, déformante, etc., et que vous disiez « eh bien, j'ai l'image de ce que tu es, toi, malade, eh bien, c'est ta vraie image. » Donc il est, je crois, nécessaire que peu à peu on puisse élaborer en nous une image de ce qu'est une économie en bonne santé, c'est-à-dire de ce qu'est l'économie tout simplement.
Parce que les désordres que nous connaissons ne sont pas une fatalité. Il n'y a aucune fatalité dans l'économie. Il dépend de nous que l'économie fonctionne d'une façon, je ne veux pas dire dans un équilibre stable, parce que toujours il peut y avoir des mauvaises récoltes, par exemple, qui vont déséquilibrer une partie de l'économie, et ça aura des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Donc on est toujours dans un équilibre instable, mais quand même dans un équilibre. Et les grandes crises que l'on connaît à répétition ne sont pas du tout une nécessité de l'économie. Et là-dessus, je m'oppose totalement aux théories qui sont mises dans les livres avec les cycles de l'économie, les crises de l'économie cycliques comme ça. Alors on fait des grands calculs savants pour dire que ce serait tous les temps d'années, mais ça ne se vérifie jamais. Et on continue quand même de les enseigner. Donc je pense, après ces généralités, nous pouvons maintenant entrer un petit peu plus dans la question de ce soir, c'est-à-dire la question monétaire proprement dite, et je voudrais commencer avec celle des monnaies complémentaires, qui aujourd'hui sont de plus en plus, on en parle de plus en plus, c'est, on va dire, un peu tendance, quoi. Et quels sont les besoins qui sont derrière une monnaie complémentaire? Pourquoi est-ce que, tout à coup, on veut créer de telles monnaies? Bien sûr, il y a des problèmes dans la monnaie telle qu'elle existe actuellement. Dans le dollar, dans l'euro, dans les différentes monnaies qui existent dans le monde, il y a de très sérieux problèmes. Mais est-ce que ce sont ces problèmes-là qui sont vus par ceux qui veulent promouvoir les monnaies complémentaires? Là est la question. Bien sûr, il y a un besoin d'abord et avant tout, un besoin d'agir et de transformer ce qui existe. Et la monnaie complémentaire semble un bon moyen pour ça. Elle a aussi la vertu de pouvoir nous faire réfléchir sur ce qu'est la monnaie, nous faire même expérimenter des choses concernant la monnaie. Tout ça est très bien, mais regardons aussi les autres besoins qui sont derrière. S'il n'y avait que cela, j'arrêterais ma conférence ce soir. Mais il y a d'autres besoins qui vivent à l'arrière-plan et qui, eux, sont quelquefois même théorétisés. L'un des besoins, par exemple, c'est celui de relocaliser l'économie. Et tout le monde va dire, très bien, l'économie locale, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Qu'est-ce que ça veut dire local? Est-ce que nous avons une image claire de ça? Je me souviens d'une fois où j'étais en Allemagne et que je suis allé dans un magasin bio et puis j'ai vu dans le stand des fruits des pommes qui venaient de Nouvelle-Zélande. En Allemagne, pays hautement respectueux de l'environnement, écologique, etc., des pommes qui venaient de Nouvelle-Zélande. J'ai demandé à un vendeur, mais comment ça se fait? Il m'a dit, les clients les demandent. Bien.
mais j'étais quand même un tout petit peu perplexe. Et puis ça heurtait un peu ma conception, ma représentation que je me faisais de l'économie locale et de l'écologie. Et puis, à côté des pommes, il y avait des bananes, il y avait des oranges, il y avait des avocats, il y avait etc. Et ça, je me suis aperçu que je ne le remettais pas en cause. Les oranges, elles viennent forcément de loin, elles ne viennent pas d'Allemagne. Les bananes viennent même souvent de beaucoup plus loin. Et donc, je trouvais normal ça. Donc je me suis dit, mais est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que ma façon de voir les choses n'est-elle pas à découper ce qui est bien, ce qui est mal, comme ça Alors j'ai regardé aussi comment ça se passait pour d'autres produits. Et par exemple, on voit des primeurs arriver ici en Belgique, des tomates, qui viennent avant que les tomates soient mûres ici en Belgique. Et souvent on achète ces tomates-là et puis on ne trouve pas trop à redire. Une production non locale est donc acceptée dans ce cas-là. Mais quand c'est la saison des tomates en Belgique, il y en a quand même une, eh bien, à ce moment-là, on dit oui, mais il y a les tomates qui viennent d'Italie ou qui viennent d'Espagne. Elles sont 20%, 30% moins chères, prennent le marché. Et tout à coup, ce qu'on acceptait 1 ou 2 mois avant, tout à coup, on dit ah non, ça va plus. Vous voyez que les contradictions vivent en nous aussi. Et puis après, je me suis dit, oui, mais il y a aussi des tomates hors sol. Pas en Belgique, c'est en Hollande, on est bien d'accord. Mais il y a des tomates hors sol. Ça, c'est une production locale, ou bien des tomates hors sol. Et pourtant, en général, on se pose des questions par rapport à la culture hors sol, surtout si on est attentif à l'environnement, etc. Vous voyez que dire ce qui est local et ce qui correspond à une économie saine n'est pas si facile. Et là, j'ai parlé des produits qui sont de ce qu'on appelle le secteur primaire. L'agriculture, par exemple. Mais si on regarde maintenant le secteur secondaire, on appelle ça comme ça dans l'économie, c'est-à-dire ce qui est l'industrie. Vous savez, on parle de 3 secteurs. Primaire, secondaire, tertiaire. Eh bien, ce qui est du domaine de l'industrie, comment peut-on regarder la question du local, la production locale? Si vous voulez acheter du local, uniquement du local, est-ce que vous pourrez rouler à bicyclette? Je ne parle même pas de rouler en voiture, je prends quelque chose de très simple, de très écologique, etc. Une bicyclette. À moins que vous fassiez des roues en bois, sans métal du tout dedans, parce que même au Moyen-Âge, on avait des roues cerclées de métal. Donc il faudrait revenir à des étapes encore antérieures pour avoir une bicyclette qui soit de production totalement locale. On pourrait entrer dans les détails, voir comment ça se fait, pourquoi ça se fait comme ça, etc. Mais regardez la technicité des vélos d'aujourd'hui. Regardez où sont les mines de fer, où est-ce qu'on produit l'acier, etc. En Belgique, aujourd'hui, en France aussi, production d'acier,
Donc ça veut dire, déjà, les matières de base ne peuvent pas être locales. Et le caoutchouc pour faire les pneus ne peut pas être local non plus, etc., etc. Dans l'industrie, c'est encore plus flagrant que la question du local doit être vue en relation avec le mondial. Si on l'a déjà dans l'agriculture avec un certain nombre de fruits et de légumes, alors dans l'industrie, c'est beaucoup plus prononcé encore. L'économie est devenue mondiale, ce n'est pas par hasard. Que la mondialisation a été distordue à cause de l'économie spéculative notamment, et les dégâts que ça a pu faire à différents endroits du monde, ça, je crois que c'est aujourd'hui très clair pour à peu près tout le monde. Mais la distorsion de la mondialisation de l'économie ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir mondialisation. Et ça amène un autre besoin qui est souvent présenté dans les monnaies complémentaires, c'est de dire on a un besoin de créer des liens entre les gens. Mais est-ce que créer des liens, c'est seulement créer des liens avec des gens qui sont là localement ? Si j'achète du café, du chocolat, des bananes, etc., et qu'il y a une relation qui est créée entre les producteurs, les distributeurs, les transporteurs et le consommateur final. Est-ce que nous ne pourrions pas imaginer de créer d'autres formes de relations avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres d'ici? Parce que quand nous achetons un paquet de café, nous nous mettons de fait en relation avec des gens qui sont très loin. Mais nous n'y pensons pas toujours. Quand je vois dans un magasin un objet comme une chaise, par exemple, qui coûte 10 €, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout le cheminement qui fait que la chaise arrive ici au prix de 10 € et je me dis là, il y a certainement un problème. Avec toute la matière qui est là, tout le transport et tout, ça ne peut pas coûter 10 €. Peut-être que ça devrait coûter 5 fois ou 10 fois plus. Si tout était respecté, si nous arrivions à créer les bons liens, les bonnes relations avec les gens. Donc bien sûr, il faut créer du lien au niveau local. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup dans les paniers de fruits et légumes, les relations qui se font avec les agriculteurs, par exemple. Bien sûr, ça commence là, mais ça ne s'arrête pas là. Et prendre la monnaie comme une façon de créer du lien, parce que c'est souvent ce qu'on dit pour les monnaies complémentaires, ça permet de créer du lien. Je me dis, est-ce qu'on ne fait pas quelque chose d'artificiel là ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de créer du lien ? Un autre besoin aussi, qui est souvent mentionné, c'est celui du pouvoir d'achat. On dit les gens n'ont pas d'argent, donc il faut créer une monnaie, et si possible une monnaie complémentaire. Donc le besoin dans ce cas-là, c'est d'avoir du pouvoir d'achat. Et il est vrai que beaucoup de gens n'ont pas de pouvoir d'achat.
pas suffisamment, notamment ceux qui sont sans travail. Mais s'il y a un manque de pouvoir d'achat, est-ce que la monnaie peut le créer? Est-ce que vous avez déjà vu de la monnaie créer du pouvoir d'achat? Voilà une question qu'il faut se poser, je crois. Est-ce que la monnaie crée le pouvoir d'achat? Comment est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir acheter des choses dans les magasins? D'où ça vient, cette possibilité? Ça vient du salaire que nous avons reçu, de la rémunération que nous avons reçue, ou que nous avons créé par nous-mêmes parce qu'on est indépendant, etc. Mais ce n'est pas la monnaie qui crée ça. La monnaie est juste le signe que je vais pouvoir consommer où je veux, quand je veux, etc. Ce n'est pas du tout un problème monétaire, la question du pouvoir d'achat. Que ce soit compté en euros, mon pouvoir d'achat, qu'il soit compté en dollars, qu'il soit compté en copiage. Voilà, ou en tout le nom de toutes les monnaies complémentaires qui existent, ça ne change rien. Le problème, c'est comment est-ce que je peux avoir un travail? Là est la question fondamentale. Et là, on peut développer des pensées nouvelles là-dessus. Parce que l'idée qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde est une des idées les plus fausses qui soient. Pourtant, on a, selon les pays, entre 5 et 25% de chômeurs. Et quand il s'agit de la jeunesse, on a des pays où il y a plus de 50% de chômeurs. Et ça, c'est grave. Et ça peut paraître un tout petit peu osé que de dire « mais non, mais il y a du travail ». Où est-ce qu'il y a du travail? Où est-ce qu'il y a des besoins? C'est clair qu'il n'y a pas de besoin important dans l'économie marchande. Elle a plutôt tendance à supprimer des postes de travail suite à la mécanisation. Et je ne fais pas du tout partie de ceux qui rendent les machines responsables du chômage. Pas du tout. Les machines rendent des services, prennent la place, font des tâches que l'être humain n'a pas besoin de faire parce qu'elles sont très répétitives. Donc ça convient pour la machine et ça nous libère pour aller mettre nos compétences ailleurs. Tant mieux. Le problème, c'est que l'argent qui est dégagé grâce à la mécanisation ne va pas aux endroits où il faudrait. Là est le vrai problème. Ce n'est pas parce que vous mettrez une monnaie complémentaire que vous résoudrez le problème. Alors, où se trouvent les endroits où on a besoin de compétences, d'activités faites par un être humain, par des mains humaines, par des réflexions humaines, etc. Mais vous avez deux endroits principaux qui sont situés aux deux extrêmes de l'échelle des activités économiques. Du côté du secteur primaire, dans l'agriculture, si nous voulons une agriculture respectueuse de l'environnement, il faut beaucoup plus de gens pour travailler. Et si nous voulons aussi que les agriculteurs puissent avoir des horaires de travail normaux, il faut plus de gens pour travailler avec eux. Si
le travail dans l'agriculture était correctement rémunéré, beaucoup plus de gens iraient vers l'agriculture. Et si les horaires étaient aussi ce qu'ils devraient être, eh bien, aussi beaucoup de gens accepteraient de faire ce métier et aimeraient même le faire. Donc nous avons un problème du fait qu'il n'y a pas assez d'argent qui va vers l'agriculture. Et ce problème-là, il est un problème de prix des produits agricoles. Il faudrait donc revoir totalement la détermination des prix agricoles. Et nous avons tendance à raisonner sur un mode de pensée standard, qu'on appelle la pensée unique, qui fait que l'on traite l'agriculture avec la même approche que l'on traite l'industrie. On industrialise l'agriculture. Ça, c'est une grande part du désordre de l'économie actuelle. Et elle se voit aussi dans l'exemple des tomates d'Italie ou d'Espagne, puisqu'il y a des prix très différents entre les tomates qui viennent du sud de l'Europe et celles qui sont produites dans le nord de l'Europe. Ça veut dire qu'il faudrait arriver à intégrer dans les prix des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte. Et si pour intégrer ce qui n'est pas encore pris en compte, il faut se tourner vers les conséquences des actes économiques que nous faisons. Si nous regardons les conséquences de chaque acte économique, on apprend à les suivre du regard avec nos lunettes d'économiste. Si on apprend à les suivre du regard, alors on se dit, lorsqu'un prix se forme en dessous de ce qu'il devrait être, alors ça va générer des problèmes dans l'économie. Ça peut être parce qu'on a évacué les coûts environnementaux, ça peut être parce qu'on a externalisé les coûts sociaux ou les coûts de la santé, etc. Il faut donc que nous apprenions à réinternaliser l'ensemble des coûts que l'on remet à plus tard, par exemple pour l'environnement, ou que l'on met à la charge des contribuables ou du budget de l'État, etc. Et à ce moment-là, nous aurons des possibilités à ce que les prix aient une réalité. Et le problème des tomates dont je parlais au début pourra trouver sa résolution de cette façon-là. Ça veut dire que l'on regarde non pas des théories économiques, mais qu'on regarde la réalité de l'économie, que l'on regarde comment ça se passe, qu'on regarde le cheminement d'une tomate depuis l'Italie jusque, par exemple, ici en Belgique. Et nous pouvons, chacun d'entre nous, nous exercer à développer ce regard en essayant d'imaginer comment ça fonctionne. Et si on ne sait pas, on se renseigne. Et aujourd'hui, se renseigner, c'est pas très très difficile. Et voilà, et on peut savoir en tapant quelques mots sur Internet, on peut s'informer comment se passent les choses. Je parlais donc du pouvoir d'achat et je disais que c'était une question liée au travail et non pas à la monnaie, et que dans
l'agriculture, il y aurait la possibilité de créer de nombreuses tâches. Il y a beaucoup de tâches il faudrait des gens qui viennent travailler dans l'agriculture. À l'autre bout, vous avez ce qu'on appelle l'économie non marchande, c'est-à-dire par exemple la santé, la recherche, l'éducation, les activités artistiques, etc. Là, il y a d'énormes besoins. Regardez tout le monde associatif qui aimerait pouvoir engager des gens, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens parce que l'argent n'arrive pas. Ça veut dire qu'il faudrait là une forme de circulation monétaire qui soit dédiée pour cette économie-là. Et c'est l'une des 3 formes de circulation monétaire dont je parle dans mon livre. La première étant la monnaie de consommation, celle que nous utilisons tous les jours. La deuxième étant la monnaie de prêt, sur laquelle on va venir. Et la troisième étant la monnaie de contribution, qui permet de contribuer au fonctionnement de l'économie non marchande pour régénérer l'économie marchande. Et ça, c'est une question sur laquelle on pourrait passer toute une soirée pour voir en quoi l'économie non marchande est une nécessité de l'économie marchande. Car sinon, l'économie marchande s'asphyxie elle-même. Et il faut en quelque sorte que le surplus produit par l'économie non marchande, ce surplus-là, aille vers l'économie marchande, car sinon ce surplus ne sait pas où se mettre. Et il devient spéculatif. Et il commence à désorganiser l'économie. Ça, c'est un des biais par laquelle la maladie de l'économie se manifeste. Mais l'économie marchande s'asphyxie aussi par un autre biais. C'est que la santé, si elle est bien financée, si l'éducation est bien financée, etc., si l'art est bien financé, les gens, chacun d'entre nous, se régénère, se ressource, trouve des nouvelles forces et à partir de là a une nouvelle façon de s'engager dans son travail, d'être créatif dans son travail, d'amener des qualités nouvelles dans le travail qui sinon conduisent à ce que le travail devienne une robotisation. Donc là, c'est un besoin inhérent à l'économie qu'il y ait un transfert de l'économie marchande vers l'économie non marchande. Et j'appelle cette circulation-là la monnaie de contribution. On l'appelle habituellement l'impôt. Mais vous voyez la différence si je me dis que je contribue à quelque chose ou si ça m'est imposé. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer des méthodes pour que nous puissions nous-mêmes dire je veux contribuer à tel ou tel aspect de la vie sociale, avec bien sûr des règles, des critères, des quotas, etc. Mais que nous puissions chacun d'entre nous déterminer ce que nous voulons financer, comment ce sera financé. Rendez-vous compte quelle possibilité nous aurions de faire des actes citoyens de cette façon-là, au lieu de mettre tout ça dans un grand pot commun qu'on appelle les finances publiques, et que ce soit décidé par un gouvernement ou des députés qui vont orienter l'argent dans des directions qui, au fond, si nous réfléchissons, ne nous conviennent pas forcément. Peut-être elles nous conviennent, mais peut-être pas.
On a besoin, au niveau de la société civile, de plus en plus de sentir que nous sommes partie prenante. Eh bien là, ce serait une belle occasion de le faire. Et nous n'avons pas besoin d'une monnaie complémentaire pour le faire. Nous pouvons le faire avec la monnaie telle qu'elle existe. Le problème n'est pas là. Le problème est qu'on arrive à voir réellement les différents types d'activités de l'économie. L'agriculture, par exemple, l'économie non marchande, l'économie marchande, et que l'on voit que chacun répond à une autre dynamique, et que l'on n'ait pas une pensée unique pour vouloir régler les problèmes de l'économie en général, en la calquant sur le fonctionnement de l'économie marchande, car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons prenez la question par exemple du TAFTA, de ce traité qui se négocie de façon secrète, et qui veut au fond marchandiser des secteurs qui doivent rester dans l'économie non marchande. Et c'est déjà en train de se faire. Je ne sais pas comment est la situation en Belgique, mais en France, il y a maintenant des entreprises qui vous livrent des crèches clés en main avec le personnel et qui gèrent les crèches. Ce sont des entreprises à but lucratif. Elles deviennent des entreprises de l'économie marchande. Et ça, peu à peu, ça risque de gagner les autres secteurs de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation deviendra aussi une marchandise. C'est un marché énorme. Et vous pensez qu'il y en a qui attendent que ça puisse se libéraliser de cette façon. Heureusement que des fuites ont eu lieu et qu'on a pu être au courant que ce traité était en train de se faire, de se négocier sans aucune publicité, sans le rendre public. Vous ne pensez pas qu'on va nous l'imposer? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Vous savez, il y a eu un précédent. Il y a eu l'accord AMI, il y a 20 ans en arrière, à peu près. Eh bien, ça n'a pas passé, parce que nous nous sommes mobilisés. Il suffit que nous nous mobilisions pour ça, et ça ne passera pas. Et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent aujourd'hui là-dessus. Non, il faut... Entrons en résistance. Est-ce que les monnaies complémentaires ne sont pas parfois justement un moyen de résistance quelque part pour marquer notre désaccord et de permettre à des gens qui ne sont pas intéressés au départ de commencer à militer, ce genre de choses? Ça peut, on peut le prendre comme une façon de militer, mais je pense qu'on peut militer d'une façon plus directe, sujet par sujet, sans utiliser ce biais-là. Je ne pense pas qu'on ait besoin de se compter. On peut se compter autrement. Sinon, on s'apercevrait qu'on n'est pas beaucoup, parce que le nombre de personnes qui utilisent les monnaies complémentaires dans les régions où il y en a est quand même très très faible. Et il y a des raisons pour ça aussi. Il y a de très bonnes raisons pourquoi les gens ne vont pas si facilement vers les monnaies complémentaires. Je vais parler de certaines de ces raisons. Un autre des besoins qui est exprimé par rapport aux monnaies complémentaires, c'est qu'elles permettraient de faire que la monnaie circule beaucoup plus et que donc il y aurait moins d'épargne. Alors là, il y a deux questions. Il y a la question de la vitesse de rotation de la monnaie et la question de l'épargne. Alors, il y a un chapitre dans mon livre qui montre que la vitesse de rotation de la monnaie est une illusion. C'est une théorie qui a été
créée par les économistes. Mais moi, je n'ai jamais vu que la monnaie circulait plus ou moins rapidement. Ce que j'ai vu, c'est des achats qui se font plus ou moins rapidement. Ce sont les marchandises qui circulent. Ce n'est pas la monnaie qui circule. La monnaie n'est là que pour enregistrer la circulation des marchandises. Le problème, c'est que nous croyons que la monnaie est une marchandise. Et quand je disais au début, faisons attention de ne pas faire du neuf avec du vieux, à l'origine, il y a très très longtemps, la monnaie était une marchandise privilégiée, par exemple l'or. Et le problème est justement que nous n'avons pas su nous détacher de cette vision de la monnaie marchandise et qu'il y a des moments très précis au cours du XXe siècle où on n'a pas su faire ce saut, notamment en 1944, lors de ce que l'on appelle les accords de Bretton Woods, où on a réorganisé le système monétaire international et où on a arrimé le dollar à l'or et toutes les autres monnaies par rapport au dollar. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on a montré que on n'avait pas fait le saut de connaissance pour dire mais on ne peut plus baser la monnaie sur l'or, puisqu'il était à peu près évident, déjà avant la guerre, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'or en production pour pouvoir garantir la monnaie vu le volume de l'économie qui était en train de se développer. Donc, l'étalon or était une pure illusion. Et on a continué de garder cela jusqu'à ce que finalement la réalité finit toujours par se montrer. 1972, ça a volé en éclats. Mais on trouve beaucoup, vous trouverez des conférences sur YouTube issues des milieux alternatifs où on dit « Ah, la grande erreur a été de déconnecter la monnaie de l'or. » Vous voyez comment on peut continuer à véhiculer l'ancien en croyant faire du nouveau. Donc la question de l'épargne vient du fait que nous avons l'impression que la monnaie est une chose, alors que la monnaie devrait seulement servir à comptabiliser les échanges de marchandises. Et la vitesse de rotation de la monnaie qui est en fait une vitesse de rotation des marchandises, elle vient aussi du fait que nous avons éventuellement besoin d'épargner parce que nous avons peur de ce qui va arriver. Première possibilité. Ou deuxième possibilité, j'épargne parce que je veux pouvoir acheter dans quelque temps, donc j'économise, et pouvoir acheter quelque chose qui coûte plus que ce que je gagne dans le mois. Mais ça, c'est un problème de revenus. Si j'ai peur de ce qui va venir et que j'épargne en prévision des coups durs, ça veut dire que l'organisation des revenus n'est pas faite de telle façon que j'ai ce qui est nécessaire au moment où j'en ai besoin. Donc c'est cette question-là qu'il faudrait aborder. Je ne dis pas qu'elle est simple, mais la vraie question, elle est là. C'est celle-là qu'il faut aborder. Ce n'est pas de dire nous avons besoin de l'épargne.
Si je savais qu'à tout moment je pourrais avoir ce dont j'ai besoin, je n'aurais pas besoin d'épargner. Et deuxièmement, s'il était possible d'emprunter facilement, je n'aurais pas besoin d'épargner pour pouvoir acheter quelque chose dans quelque temps. Et ceci nous amène à la deuxième circulation monétaire, la monnaie de prêt. Aujourd'hui, le prêt est fait par le système des banques privées, avec un intérêt. Et vous savez que les banques ont un très grand intérêt à l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il y a des publicités pour dire « je vais vous prêter de l'argent » Si vous regardez, par exemple, pour un prêt hypothécaire sur 30 ans, pour l'achat d'une maison, à 3,5%, 3,5% d'intérêt par an, on dit ah, c'est un taux finalement pas tellement élevé. Mais sur 30 ans, ça représente 72% de la valeur de la maison. Donc vous avez payé votre maison 1,72. Un économiste allemand a calculé que dans tous les prix des marchandises, il y avait à peu près un tiers qui servait à payer les intérêts. Vous vous rendez compte? C'est énorme. On ne s'en rend pas compte. On ne le sait pas. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose 3 €, eh bien vous avez 1 € qui va pour l'ensemble du système financier pour payer les intérêts tout au long de la chaîne de production. Si donc nous avions des prêts sans intérêt, les marchandises coûteraient moins cher. Ou, une autre façon de le dire, il y aurait plus d'argent à envoyer vers l'économie non marchande, par exemple. Parce qu'il y aurait plus de profits, plus de bénéfices. Une autre façon de le voir. Donc la question du pouvoir d'achat serait vue de façon très très différente. Mais le deuxième problème dont je parlais avec l'épargne, de dire que il faut limiter l'épargne pour que la monnaie circule bien, si nous pouvons avoir des instituts de financement qui ont une mission de service public, de mettre de l'argent à disposition des personnes qui veulent emprunter, pas n'importe comment, avec des règles, etc., mais qui puissent mettre cet argent à disposition sans intérêt, nous n'aurions plus besoin d'épargner. Ce besoin-là disparaîtrait. Je ne dis pas qu'il disparaîtrait totalement, il y aurait toujours une petite fraction d'épargne, mais elle deviendrait très faible. Alors qu'aujourd'hui, toutes les théories économiques, notamment celles de Keynes, sont basées sur la régulation entre la consommation et l'épargne. Je pourrais détailler cette question et si vous le voulez, à la fin, on pourra y revenir. Mais ce besoin qui est exprimé par les monnaies complémentaires d'éviter l'épargne pour que la monnaie circule plus vite et crée de la richesse n'est à mon sens pas vu par le
bon côté. Il faut regarder où sont les vrais besoins, les vraies questions. On dit aussi que la monnaie complémentaire permet de sortir la monnaie de la sphère financière. Parce qu'on a maintenant créé des abeilles, des sols violettes, des valeureux, etc. Hein, toutes ces monnaies complémentaires, on dit maintenant, elles circulent dans un cercle qu'on appelle un cercle vertueux, c'est les mots qui sont employés, hein, et qui disent que l'argent n'est absolument à ce moment-là pas dans la banque. Est-ce que c'est complètement vrai, ça? Il faut toujours suivre les phénomènes avec notre regard d'économiste, jusqu'au bout, dans tout son cheminement. Vous savez que les monnaies complémentaires viennent du fait que vous obtenez des monnaies complémentaires si vous échangez des euros contre la monnaie locale. En général. Après, il y a d'autres systèmes avec les selles, etc. Hein, mais je parle des systèmes qui se sont dotés de billets ou de cartes de paiement, etc. Vous devez en général échanger les euros contre des billets qui ont été faits spécialement pour ça. Si vous posez la question, oui, mais les euros, où sont-ils? Les euros que vous avez déposés, eh bien, ils sont sur un compte d'épargne. Ah, mais je croyais qu'on voulait lutter contre l'épargne. Et alors on bloque des euros sur l'épargne. Tiens, bizarre. Et puis, ces euros, même si vous les mettez dans une banque coopérative, une banque alternative, une banque qui a des buts éthiques, etc., ils rentrent dans le système bancaire. Par exemple, dans les crédits municipaux en France, vous avez une monnaie, hein, le sol violette à Toulouse, la monnaie est déposée au crédit municipal. Mais le crédit municipal est devenu une banque depuis quelques années. C'est-à-dire qu'elle participe à l'ensemble du fonctionnement bancaire. Et que, par exemple, il y a des prêts interbancaires entre les établissements, tous les jours, hein, ce qu'on appelle le marché de gré à gré. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression à la radio. Hein. Les banques se prêtent de gré à gré de l'argent pour quelques heures, une journée, 2 jours, hein, pour faire face aux besoins de liquidité. Pourquoi? Parce que leur argent est parti ailleurs, dans la sphère spéculative. Donc les euros que vous déposez pour faire ce cercle vertueux de la monnaie complémentaire, en réalité, ils sont dans le circuit bancaire et ils donnent la possibilité à la banque, par un effet de levier, de pouvoir créer davantage de monnaie qui va aller s'investir dans la spéculation. Vous voyez pourquoi il est important de suivre les phénomènes de bout en bout et de voir leurs conséquences complètement. Donc j'ai pris à titre d'exemple un certain nombre de besoins qui sont en général à la base de la création des monnaies complémentaires, et j'ai voulu avec cela juste vous illustrer le fait qu'il est nécessaire de penser jusqu'au bout les phénomènes et de les penser, de les voir non pas avec une sorte d'idéal ou des théories, mais de le voir tels qu'ils sont dans la réalité. Mais les monnaies complémentaires
s'appuie aussi sur des théories qui ont été faites par un certain nombre de personnes qui ont écrit des livres au cours du temps. Et celui qui est le plus à l'origine de toutes les théories que l'on peut lire dans les livres sur les monnaies complémentaires, il s'appelle Silvio Gesell, un Allemand qui a vécu en Suisse et qui a fait des réflexions quelquefois très intéressantes sur la monnaie, notamment sur le fait que la monnaie devrait être fondante, qu'elle ne devrait pas être thésaurisée. Et il est vrai que la monnaie devrait correspondre toujours à la marche de l'économie, le plus possible. Qu'elles doivent être fondantes, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et j'ai repris de telles mesures dans ce que je propose. Mais Silvio Gesell dit d'autres choses aussi. Et je vais vous lire quelques lignes tirées de son livre « L'ordre économique naturel ». Vous pouvez trouver ce livre en téléchargement sur Internet. Voilà ce qu'il dit. Mue par une force naturelle et intérieure, la monnaie tendra constamment vers la vitesse de circulation la plus élevée pour le lieu et l'époque, et elle tendra sans cesse à faire croître cette vitesse limite. Donc il parle bien de la vitesse de rotation de la monnaie. Comme la Lune parcourt imperturbablement son orbite, sans égard pour les événements terrestres, la monnaie franche, c'est ainsi qu'il nomme la monnaie, il l'appelle la monnaie franche, suivra sans égard pour la volonté du porteur son chemin à travers le marché. Dans toutes les circonstances imaginables, par les bons comme par les mauvais jours, la demande répondra exactement, premièrement, à la quantité de monnaie mise en circulation et contrôlée par l'État, deuxièmement, à la vitesse de circulation monétaire la plus grande possible selon l'organisation commerciale existante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie publique ? Cela signifie que nous maîtrisons les fluctuations du marché, que l'Institut d'émission est en mesure d'ajuster exactement par l'émission et le retrait de monnaie la demande aux besoins du marché. Que ce ne sont plus les porteurs de billets, les petits bourgeois timorés, les spéculateurs, l'esprit régnant en bourse, les caprices des affaires qui créent la demande, mais que c'est désormais à l'Institut d'émission de déterminer de manière absolue le niveau de la demande. L'Institut d'émission produit de la demande comme l'État délivre des timbres-poste et comme les ouvriers fabriquent de l'offre, donc fabriquent des objets. Autrement dit, Silvio Gesell considère la monnaie au même titre qu'un bien de consommation. C'est-à-dire, il considère la monnaie comme une marchandise. C'est-à-dire, il est en plein dans les conceptions qui ont cours aujourd'hui et qui rendent l'économie malade. De faire que la monnaie soit dans l'économie. Or, justement, la monnaie, il faudrait la sortir de l'économie. Ça va peut-être vous surprendre. Mais la monnaie est un instrument de mesure qui permet de mesurer l'échange. Elle ne fait pas partie de l'économie. Si la monnaie commence à être vendue pour elle-même, alors nous avons les marchés monétaires, comme ça existe aujourd'hui, où des milliers de milliards sont échangés chaque jour, et
cela amplifie de plus en plus la maladie de l'économie. Et vous avez le dollar qui change par rapport à l'euro, ce que nous entendons tous les jours à la radio. Mais ça, c'est l'économie malade. Et Silvio Gesell, le père spirituel des monnaies complémentaires, celui auquel on se réfère, traite la monnaie comme une marchandise, comme ce qui a été produit par l'ouvrier ou par l'État qui produit des timbres-poste. Vous voyez à quel point il faut faire attention de ne pas répéter ce qui existe déjà et de penser les choses en elles-mêmes, pour elles-mêmes, de se libérer de certains schémas qui se sont formés au cours du temps. Mais il n'y a pas que la monnaie qui devrait sortir de l'économie. Il y a également le travail. Le travail, aujourd'hui, est considéré comme une marchandise. Est-ce qu'on ne vous a pas dit un jour qu'il faudrait que vous alliez vous vendre sur le marché du travail ? Et c'est bien la loi de l'offre et de la demande qui règle les salaires. Ça y contribue énormément. Alors, sans être marxiste, je reconnais que Karl Marx a bien étudié cette question-là et qu'il a écrit des textes très touchants sur la façon dont l'homme devient aliéné lorsqu'il vend sa force de travail. Aliéné, ça veut dire alien, il devient un autre, étymologiquement. Il s'aliène, il devient un autre que lui-même, du fait qu'il vend sa force de travail. Ce que nous devrions vendre, c'est ce que nous avons fabriqué, ce que nous avons fait, que ce soit un bien, que ce soit un service, qu'on l'ait fabriqué seul ou à plusieurs, mais c'est au fond cela qui devrait être vendu. Lorsque c'est la force de travail elle-même qui entre sur le marché, c'est-à-dire qui entre dans l'économie, alors l'économie se perturbe gravement. Monnaie, travail. Et vous avez deux autres facteurs qui ensemble forment ce que j'appelle la croix de l'économie. Le foncier immobilier est soumis à la spéculation. C'est-à-dire qu'il devient une marchandise spéculative. Et regardez à quel point cela désorganise l'économie. Parce que si, à un moment donné, à cause de la rareté, parce qu'on considère que la rareté fait partie de l'économie, alors que la rareté n'est pas une valeur créée par l'être humain, ce n'est pas un élément de l'économie, la rareté. Lorsqu'il y a la rareté, les prix de l'immobilier vont augmenter. Ça veut dire que vous avez besoin d'une rémunération qui doit elle aussi augmenter à proportion. Sinon, vous ne pouvez plus vous loger. Autrement dit, la spéculation qui est faite de façon artificielle sans création de valeur dans le domaine de l'immobilier et du foncier, cette spéculation se répercute par le biais des salaires sur la totalité de l'économie et fausse totalement les prix. Donc il est important de sortir, dans une certaine mesure, l'immobilier
de l'économie. Là où l'immobilier devient spéculatif. C'est-à-dire là où il n'y a pas eu de valeur ajoutée, ou lorsque la valeur ajoutée a été déjà payée. Puisque au bout de 20 ans ou 30 ans, un logement est payé, mais on continue de le louer, ça veut dire qu'il va être payé 2 fois, 3 fois. Regardez le coût que ça représente pour l'économie si vous additionnez cela. Troisième cause de dérèglement de l'économie. Première, c'est la monnaie. Deuxième, le travail. Troisième, l'immobilier, le foncier. Et quatrième, la propriété du capital, le capital action, où au lieu que l'entreprise vende seulement ses produits, ce qui est son but, une entreprise, elle est faite pour vendre ses produits, eh bien, l'entreprise se vend elle-même. On vend l'entreprise à une autre entreprise, ou bien on en vend une partie sur le marché des actions. Ce serait passionnant d'étudier cette question dans le détail et de voir jusque dans la comptabilité des entreprises comment on est face à une aberration avec ça. Et vous voyez les milliards qui sont échangés chaque jour et qui alimentent la bulle de l'économie spéculative et l'économie réelle, par rapport à l'économie spéculative, elle représente entre 2 et 5% des échanges quotidiens d'argent dans le monde. N'est-ce pas une aberration ? Et nous croyons qu'il est impossible de changer ça. Nous croyons que c'est une fatalité. Dites-le nous, comment on peut sortir de ça ? Oui. Parce que c'est monumental. C'est monumental, oui. C'est tout à fait monumental. Oui. Mais la première chose, c'est qu'il nous faut apprendre à penser l'économie telle qu'elle est. Parce que sans ça, nous n'arriverons à rien, et c'est ce sur quoi j'ai voulu attirer votre attention ce soir. C'est la base. Si nous sautons cette étape, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais le dire d'une façon presque littéraire, nous réalisons ce qui est décrit dans le roman 1984, le roman de George Orwell. Vous savez, ceux qui l'ont lu, qu'il y avait 3 slogans qui étaient répétés constamment dans cette société orwellienne. Le premier slogan, c'était « La guerre, c'est la paix ». Réfléchissez et observez comment, particulièrement depuis 1991, ce slogan est en train de se réaliser de plus en plus. Et comme il est dit à la fin du livre, ces slogans sont réversibles. La paix, c'est la guerre. Et la France est en train de le montrer avec sa déclaration de guerre à l'État islamique, qui a eu lieu avant les attentats. Deuxième phrase, la liberté, c'est l'esclavage. Ça veut dire, l'esclavage, c'est la liberté. Si tu acceptes l'esclavage, tu seras libre. Demandez-vous si dans notre société, on n'est pas en train aussi de réaliser ce slogan-là, sans nous en rendre compte, ou peut-être qu'on le ressent et qu'on sent un malaise. Ou peut-être qu'on le voit très clairement quand on dit « mais pourquoi est-ce qu'il y a des caméras partout pour nous observer ? Pourquoi est-ce qu'on met des portiques à l'entrée des stades, là où on est censé aller quand même se distraire, si on aime cette distraction, et
il faut de plus en plus de policiers pour que ces actes-là puissent avoir lieu. Et maintenant, on parle de mettre aussi des méthodes de contrôle qu'on avait pour les avions, de les mettre aussi pour prendre le train. Vous imaginez ce que ça va donner. Ça vaudra la peine de faire des TGV qui relient Avignon à Bruxelles, comme ce que je viens d'expérimenter en quelques heures. Ça vaudra la peine. S'il nous faut faire la queue pour prendre le train, arriver 1 ou 2 heures avant pour pouvoir prendre le train. Vous voyez dans quelle logique on est. La liberté, c'est l'esclavage. Donc votez pour les gouvernements qui vous rendent esclaves. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et je vais juste terminer, et puis après le troisième slogan, c'est l'ignorance, c'est la force. Et là, j'ai mis du temps pour comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce slogan? L'ignorance de qui et la force de qui? J'ai la force si d'autres ont l'ignorance. Au fond, on peut le voir comme ça. Et donc, j'ai le pouvoir si on ne perce pas à jour comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on est de plus en plus lucide sur un certain nombre de fonctionnements, notamment dans le domaine économique, dans le domaine financier. Beaucoup de choses commencent à maintenant être divulguées par des enquêtes, par des journalistes, par des écrivains, etc. C'est très bien. Mais vous voyez comment il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que nous sortions de l'ignorance que nous avons des phénomènes économiques, que nous les approprions, ces phénomènes économiques. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons transformer l'économie de la façon la plus certaine. Le savoir est un pouvoir. Oui, Le savoir est un pouvoir. c'est ça. Et alors à ce moment-là, ce savoir pourra devenir, s'il va jusqu'au bout, il pourra devenir un pouvoir de la société civile. Non pas un pouvoir dans le sens traditionnel du terme, mais une capacité. Pouvoir, c'est aussi je peux, donc je suis capable. C'est-à-dire une capacité de quoi faire dans le domaine de l'économie, puisque vous demandiez, mais que peut-on faire? Eh bien, nous pourrions nous approprier, par exemple, les 3 circulations monétaires. C'est-à-dire gérer la circulation de la monnaie de consommation. Et nous pourrions faire des banques de monnaie de consommation qui seraient du service public géré par la société civile. Ça veut dire transformer considérablement la notion même de service public et de se dire nous n'avons pas besoin de la superstructure de l'organisme politique et étatique pour gérer les services publics. Nous pouvons le faire localement. Là, la localisation prendrait tout son sens. Avec, bien sûr, des compétences à développer pour gérer une banque. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Avec des règles pour le faire. Parce qu'une banque, ça doit obéir à certaines règles. Et je les détaille dans mon livre comme des propositions, bien sûr, et des réflexions à partager. Mais si nous nous posons les bonnes questions, nous pourrions nous dire alors à ce moment-là, mais comment faire pour que la gestion d'une banque soit faite en accord avec les notions de service public, parce que ce serait un besoin reconnu que nous avons besoin d'un système routier pour que l'économie fonctionne, nous avons besoin d'un système électrique pour que d'énergie, etc., pour que l'économie fonctionne. Nous avons de la même façon besoin de la monnaie. Mais nous pouvons le gérer
localement dans des petits organismes qui sont sans but lucratif, qui reçoivent des fonds publics pour pouvoir fonctionner et qui aussi, bien sûr, facturent un certain nombre de prestations comme le font les banques aujourd'hui. Mais cet argent ne servirait que pour la circulation, pour gérer la circulation de compte à compte, les virements, etc. Autrement dit, la banque ne toucherait pas à cette monnaie, elle ne ferait que enregistrer. Elle serait une chambre d'enregistrement. Ce que devrait être une banque de dépôt et de virement, elle ne devrait être qu'une chambre d'enregistrement et ne rien faire d'autre. Et à côté de cela, vous auriez un institut de financement, des instituts de financement gérés par la société civile. C'est-à-dire que des gens développeraient des compétences qui existent déjà en partie dans le système bancaire, mais qui devraient être beaucoup plus développées pour évaluer dans quelles conditions on peut faire un prêt à telle ou telle personne pour développer le projet dont qu'elle a prévu de faire. Et l'argent serait prêté sans intérêt, à ce moment-là. Et la troisième institution, et je vais m'arrêter là-dessus, la troisième institution serait ce que j'appelle les fonds de monnaie de contribution, qui, gérés par la société civile, pourraient permettre que la monnaie de contribution puisse aller vers l'économie non marchande, selon les projets, selon les besoins, etc. Donc, voilà des outils que nous pourrions développer et pour lesquels il vaudrait la peine de se battre pour se réapproprier la monnaie. Parce que pourquoi créer d'autres monnaies et, au lieu de se réapproprier la monnaie existante? Parce que c'est la nôtre, la monnaie. L'euro, ça devrait être le nôtre. Ça ne devrait pas être celui de la sphère financière. Voilà, Merci beaucoup.